aujourd'hui, on accueille Gérard Connet qui va nous parler des grandes marées sur les astéroïdes de forme allongée. Alors, je ne suis plus complètement au labo, hein, parce que je suis vu mon âge, mais je continue à m'intéresser à quelques sujets, et notamment les marées, hein, donc les marées dans le système solaire, c'est un peu mon sujet. Et je m'intéresse actuellement particulièrement aux marées sur des astéroïdes, parce que dès qu'il y a des satellites, eh bien, il peut y avoir des marées, et certains astéroïdes ont des satellites. Et il se trouve que certains astéroïdes, alors ils ont des formes bizarres, et certains ont une forme très allongée. Et en fait, la théorie des marées est bien développée pour des objets sphériques comme la Terre, les planètes, mais elle ne s'applique pas forcément pour donc, les astéroïdes allongés, et c'est ce que je vais montrer. Bon, alors je rappelle juste la théorie des marées, hein, enfin les marées, le principe des marées. Hein, vous avez, alors il y a un truc, hein, c'est pas grave, je clique sur OK. Voilà, OK. Alors, donc vous avez l'attraction de la Lune donc en vert. Vous avez dans le repère tournant la force d'inertie centrifuge en bleu. Et quand vous faites la somme des deux, eh bien, au centre, ça fait 0, mais sur les bords, ça ne fait pas 0, et il reste un résidu. Un résidu, c'est les flèches rouges en dessous, là. Et donc, c'est des forces qui sont semi-diurnes, puisque vous avez une symétrie, hein, par rapport à, dans la direction, par rapport à la perpendiculaire à l'axe Terre-Lune. Et donc, ces forces donc semi-diones créent les marées, sont génératrices des marées. Pourquoi? Eh bien, parce que là, c'est quand on suppose que pour l'instant, il n'y a rien qui tourne, mais si vous faites tourner la Terre tourne par rapport à ça, et donc ce bourrelet, vous avez ce bourrelet qui est étiré par ces forces de marée, à cause du spin de la Terre, ben, le bourrelet est en retard, il est donc dévié, et comme il est en retard, eh bien, vous voyez en dessous, là, vous avez le bourrelet décalé, donc il y a il y a un couple qui s'exerce par la Lune et qui va donc diminuer le moment cinétique de la Terre. La Terre perd du moment cinétique au profit de la Lune, au profit non pas de la Lune, mais en tout cas de l'orbite de la Lune, et c'est ce qui fait que la Terre ralentit et la Lune s'éloigne de quelques centimètres par an. Voilà. Donc ça, c'est la théorie des marées. Là, pour un corps sphérique, comme ça, la théorie est bien développée. Alors, comment je continue? La souris pas marché. La théorie. Il faut que tu cliques, à mon avis, sur peut-être sur le touchpad. Ouais, d'accord. Alors, je me suis intéressé donc à des astéroïdes qui sont non sphériques. Et alors, l'archétype de ce genre d'astéroïde, c'est l'astéroïde Cléopatra, qui a une forme de, je sais pas, on appelle dumbbell, c'est-à-dire alter. Hein. Il y en a qui parlent d'os de chien. Enfin bon, voilà. Donc, cet astéroïde donc, a deux lobes très allongés. Enfin, il est très allongé avec deux lobes. Il est dans la ceinture principale à 2,79 unités astronomiques. Il fait quelques centaines de kilomètres. Dans la plus grande longueur, c'est 267 kilomètres. Donc, à partir de la centaine de kilomètres, on peut commencer à avoir des objets qui sont en équilibre hydrostatique. Quand ils sont plus petits, c'est pas possible, c'est des blocs de cailloux. Mais à partir d'une certaine dimension, il peut y avoir. Alors, on est un peu dans la zone grise. Hein, c'est ou ce n'est pas en équilibre hydrostatique. Par exemple, Vesta, qui est plus gros pourtant que Cléopatra, n'est pas en équilibre hydrostatique. C'est comme ça. Bon, mais ici, donc ça a été montré qu'on est de forme en équilibre hydrostatique, et donc à cause de la rotation qui est de 5,38 heures. Qu'est-ce que j'avais fait déjà pour... Là, ça doit marcher avec les flèches. C'était ça. Ah, maintenant, ça marche avec les flèches. Ouais. Ah bah oui, ça a initié le système. Alors, comment est-ce que je... Voilà, attendez, voilà, j'en suis là. Oui, c'est ça, j'en suis là. Donc, comment est-ce qu'on connaît la forme de ces objets? Alors, la façon la plus directe, c'est la photométrie. Hein. Vous observez l'objet et puis vous voyez la magnitude qui varie avec la période de rotation. Simplement pour une question de géométrie, il est vu de face ou il est vu de profil, et en fonction de ça, eh bien, la lumière réfléchie varie. Donc, par photométrie, on arrive à identifier que l'objet n'est pas sphérique. Alors, bien sûr, il y a aussi l'imagerie. Alors, l'imagerie infrarouge, ici à gauche, donc là, c'est obtenu avec le Keck télescope à Hawaï. Donc, à gauche, c'est
c'est l'image brute, et après déconvolution de la fonction de transfert, eh bien, vous avez à droite donc la forme de Cléopâtra, et vous voyez les deux petits satellites de Cléopâtra, le 1 et 2, enfin, ils sont ici en haut à droite. Voilà, donc on a aussi l'imagerie visible, bien sûr, qui montre l'objet. Une autre technique qui est plus précise, c'est l'occultation stellaire, c'est-à-dire que vous avez plusieurs points sur la Terre qui observent une étoile au moment où elle va passer derrière, et donc au moment où elle s'éteint et au moment où elle se rallume, on a un temps de transit, et on observe ça en même temps aux différents endroits, et ensuite on reconstitue finalement la projection de la forme de l'objet sur la Terre, hein, et donc ça nous donne une projection de la forme de l'astéroïde. Et puis, dernière technique, l'imagerie radar, qui a été faite à Arecibo. Alors, en fait, on fait de l'imagerie par combinaison délai-Doppler. Hein. Le délai, il va vous donner la profondeur, hein, puisque, donc, fonction de la distance à la Terre. Et le Doppler, puisque c'est en rotation rapide, ça va vous donner une autre direction. Donc, on a deux coordonnées, on arrive à retrouver à partir de ça des éléments sur la forme de l'astéroïde. Voilà. Alors, de là, alors, ça, c'était Cléopâtra. Alors, il y a d'autres astéroïdes qui sont qui ressemblent pas mal à Cléopâtra en particulier. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais en particulier Hector, qui est un peu plus gros, 403 km de long. Alors, lui, il est plus difficile à voir, c'est un peu plus loin qu'un astéroïde troyen à 5,26 unités astronomiques, période de 6,9 heures. Et vous voyez, il est allongé. Alors, il y a les premiers modèles, ils faisaient plusieurs hypothèses, un modèle convexe, un modèle à deux lobes, ou un modèle carrément où il y avait deux astres en rotation l'un autour de l'autre, trois modèles possibles. Bon, il y a d'autres, voilà, toujours Hector, on voit les deux lobes, mais Hector est beaucoup moins documenté que Cléopâtra, donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur Cléopâtra. Alors, il y a aussi des astéroïdes, alors du même ordre de grandeur, de taille, hein, 290 km de long. Psyché, lui, est, alors, contrairement aux deux autres, celui-là, c'est un ellipsoïde, trois axes différents, comme une savonnette, si vous voulez, hein, un ellipsoïde triaxial, avec une période de 4,2 heures. Donc, vous avez les deux types, hein, vous avez des ellipsoïdes et vous avez des haltères, des haltères. Bon, alors là, je passe, et les centaures, c'est pour vous dire qu'il y a toute une faune d'astéroïdes. Là, les centaures, ils sont entre Jupiter et Neptune. Et puis ensuite, au-delà de Neptune, les transneptuniens. Alors, je vais pas résister à l'idée de vous montrer Arocote, qui est tout petit, hein, 36, enfin petit, 36 km de longueur, donc c'est beaucoup plus petit. Mais vous voyez, avec deux lobes qui correspondent à un bonhomme de neige, quoi. Et alors, à l'autre, alors, là maintenant, on n'est plus dans la même cour, là, Oméa avec ses deux satellites. Alors lui, vous voyez, l'ellipsoïde, c'est un ellipsoïde, hein, c'est modélisé comme un ellipsoïde, mais avec beaucoup plus grand, puisque là, en grande dimension, c'est 2100 km, avec une période plus courte, 3,9 heures. Ça, c'est vu par Hubble. C'est très loin, donc Arocote a été photographié par la sonde New Horizon, mais Oméa, il est vu que de loin. Donc, alors, ces formes d'équilibre, alors, elles sont pas n'importe lesquelles, hein, donc en fait, si l'on porte sur un diagramme, donc en abscisse, vous mettez le moment cinétique. Alors, c'est un moment que j'appelle H ici, mais c'est un moment cinétique normalisé, c'est-à-dire le moment cinétique, là, euh, moment cinétique I oméga, il est divisé par mr2 oméga c, où oméga c, c'est une vitesse angulaire critique. Bon, donc, il s'agit d'un moment cinétique normalisé en abscisse. En ordonnée, vous mettez la vitesse de rotation, hein, la vitesse de rotation. Alors, là aussi normalisée. Donc, ce sont des nombres sans dimension, hein, normalisés par la vitesse angulaire critique. Voilà. Excuse-moi, ce que tu appelles vitesse angulaire critique, c'est quoi? C'est la vitesse de Enfin, la vitesse angulaire critique, c'est la vitesse angulaire de l'objet qui aurait même volume, mais qui serait une sphère, qui serait telle qu'à l'équateur, il y a exactement équilibre entre la gravité et la force centrifuge. C'est-à-dire, à partir de là, il peut plus rester, la matière s'en va, quoi. C'est la limite pour un objet sphérique, la limite pour avoir un objet qui se tient et qui s'évapore pas, quoi. C'est le diamètre critique, qui correspond au diamètre critique. Et du coup,
comment tu prends en compte la cohérence interne de l'objet Alors, ça, c'est pour, quand je dis la vitesse angulaire critique, c'est pour un objet fluide. Ouais, Donc, l'objet fluide va s'évaporer. d'accord. Hein, voilà. Il y a une cohérence interne. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en équilibre hydrostatique parfaitement. Hein, et les petits blocs, ben, ils sont comme ils sont, hein, parce qu'ils ont une cohérence interne. Alors, on va voir justement pour ces satellites de plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas un monobloc. Hein, c'est ce qui permet de s'approcher peu à peu, enfin, plus ou moins d'une forme d'équilibre hydrostatique. Donc, alors, là, à gauche, vous avez pour la sphère, hein, vous avez le moment cinétique, c'est L, le moment cinétique égale I oméga. Hein. Mais I, le moment d'inertie, et oméga, vitesse angulaire. Mais I est constant si c'est une sphère. Donc, si vous avez une sphère, le moment cinétique est proportionnel à oméga, donc vous avez une droite. Hein. Donc, normalement, donc sur une sphère, normalement, si vous mettez le moment angulaire en abscisse, oméga en ordonnée, vous avez une droite. Alors, on sait que vous commencez à faire tourner votre objet, eh bien, on sait qu'il va s'aplatir. C'est le cas de la Terre, c'est le cas de Jupiter, c'est le cas de Saturne. Et là, on est dans des objets qui sont des sphères aplaties, c'est-à-dire des ellipsoïdes de révolution. Donc, de révolution. Et plus vous tournez vite, plus ça va s'aplatir. Et ça s'appelle l'ellipsoïde de Maclaurin. La théorie a été faite par Maclaurin de l'aplatissement quand on se met à tourner. Mais alors, vous tournez de plus en plus vite et à un moment, vous avez un point critique à partir duquel l'équilibre axisymétrique ne marche plus. Il y a une instabilité qui fait que l'axisymétrie est brisée et on passe à un ellipsoïde triaxial, c'est-à-dire trois axes inégaux. Cet ellipsoïde triaxial a été théorisé par Jacobi. Ce sont les ellipsoïdes de Jacobi. Alors, c'est sa vedette Psyché, c'était Psyché ou Oméa, c'était des ellipsoïdes comme ça, triaxiaux. On est dans la phase de Jacobi. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que, alors, plus vous augmentez, vous mettez du moment cinétique, eh bien, plus vous en mettez, eh bien, plus ça va s'allonger. Et puis, du coup, plus ça va tourner lentement. C'est-à-dire que, paradoxalement, je rajoute du moment cinétique et ça ralentit. Hein, la rotation ralentit, simplement parce que ça s'allonge. Alors, cet ellipsoïde de Jacobi donc s'allonge jusqu'au point A, c'est un point de transition où là, il n'est plus convexe, il va commencer à se creuser au centre et vous allez avoir apparition d'un col au milieu. C'est la séquence qu'on appelle la séquence Dumbbell. Dumbbell, ça veut dire nous aider. Enfin, c'était alter, voilà, c'est la séquence alter. Et donc, Cléopatra, donc, elle est dans cette séquence-là, alter. Alors, si vous continuez, la séquence continue, en fait, elle continue, et puis à la fin, vous allez avoir une transition de deux lobes, d'un seul astéroïde à deux lobes jusqu'à deux astéroïdes, hein, les deux lobes vont se séparer. On va voir ça plus loin. Bon, voilà. Alors là, vous avez un zoom sur la séquence Dumbbell, séquence alter. Donc le point A, il est en haut à gauche, là. Hein, donc vous avez l'ellipsoïde qui commence à se gonfler. Et puis, entre A et B, vous avez toute la séquence qui est indiquée ici. C'est-à-dire ça se creuse, ça ne n'est plus convexe, se creuse de plus en plus. Et au point B, vous arrivez à deux astres qui sont en contact. Après, la séquence à droite, là, vous avez les petits losanges, là. Les petits losanges, là, c'est une séquence dans laquelle on a deux astres séparés. Ce sont des binaires, des astres, enfin des astéroïdes binaires. Voilà. Alors, comme on en parlait donc de la cohésion de cette matière, hein, en fait, ce type d'astéroïde, on pense que son modèle de matière, c'est un tas de gravats. C'est-à-dire, c'est des petits cailloux qui sont pas cimentés. Hein. Donc, un tas de gravats ils peuvent glisser plus ou moins les uns par rapport aux autres. Alors, sur des temps courts, c'est quand même des cailloux, hein, agglomérés. Donc, le temps court, c'est la période de rotation, c'est la période des marées, c'est quelques heures. Donc sur des temps de quelques heures, un tel objet se comporte comme un solide sous l'effet des marées. Donc il faut le traiter comme un solide. Par contre, sur des temps longs, des temps géologiques, eh bien, c'est un comportement de fluide parce que au cours du temps, sur des temps très longs, les petits éléments, les gravats, ont le temps d'évoluer les uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on peut s'approcher d'un équilibre hydrostatique, l'ellipsoïde de Maclaurin, puis l'ellipsoïde de Jacobi, puis la forme en alter, etc. Bon, attendez, on était là. Hein.
Voilà, donc à partir de, je vous ai parlé des façons d'observer ces astéroïdes, donc à partir de tout ça, il a été fait des modèles des modèles de forme, et voilà le modèle de forme, hein, de Marquis, ici, c'est évolué, quoi, avec la vue de dessus, la vue de côté. Vous voyez que vous avez ces deux lobes, et il est aplati, il est moins épais que large, hein, il est un peu plus large, vue de dessus est plus large que la vue de côté. Voilà. Donc, pour résumer, donc, Cléopatra, donc, voilà ses dimensions, 267 km de long, un diamètre équivalent, c'est-à-dire le diamètre de la sphère qui aurait le même volume que lui de 118 km, sa densité, 3430 kg par mètre cube, période de rotation, de plus de 5 heures, et il a deux satellites. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'il a deux satellites qui sont assez proches, hein, 499 km, 655 km, et alors, Bros et Tal, hein, deux auteurs qui ont, enfin des auteurs qui ont observé la période de l'orbite du satellite extérieur, ce que j'appelle P2. Hein. Elle fait, alors cette période, c'est 2,746 jours. Et ils ont repris des données sur 40 ans de cette période, entre 1980 et 2018, et ils ont pu mettre en évidence une dérive de cette période. La période de rotation augmente de 1,8, 10-8 en 100 dimensions, jour par jour. Donc, ils ont interprété ça comme un résultat de l'effet des marées. Alors, ça vous donne, si je fais P2, la période sur P.2, sur sa dérivée temporelle, ça me donne une constante de temps de 420 000 ans. Donc, sur un intervalle de plusieurs centaines de milliers d'années, eh bien, le satellite, avec une constante de temps, s'éloigne de 420 000 ans. Donc, le satellite s'éloigne de l'astéroïde. Donc, ils ont interprété ça comme étant l'effet des marées, hein, ce qui est assez logique, hein, puisqu'il y a de la perte d'énergie par les marées. Et ils ont appliqué donc la théorie des marées pour un objet sphérique. Alors, en général, on peut prendre pour ce type d'objet, le système solaire, les objets solides, le facteur alors on a besoin de connaître le facteur de qualité. Il est de quelques dizaines, donc entre 20 et 100. Donc, ils ont pris un facteur de qualité de 40, ce qui est raisonnable, hein. Et à partir de ça, la théorie des marées pour l'objet sphérique leur a donné donc une estimation de la rigidité. Alors, on verra ce que c'est que la rigidité de l'objet, ça s'exprime en Pascal, 6,7 10 puissance 5. Alors, ce qui est surprenant, c'est ce qu'ils ont noté d'ailleurs, c'est que cette rigidité est beaucoup plus faible que ce qu'on observe d'habitude. Hein, il y a des méthodes, enfin, en connaissant beaucoup d'astéroïdes, il y a des ordres de grandeur qui ont été donnés pour la rigidité, d'estimation de la rigidité, et ce qui est habituellement, Marquis a montré que le produit de la rigidité par le facteur de qualité, μQ, est à peu près de 10 puissance 10 pascal. Ici, eh bien, on est beaucoup plus faible, on a une rigidité beaucoup plus faible, 370 fois, enfin presque 400 fois plus faible que ce qu'on attendrait pour ce type d'objet. Voilà, donc ils ont conclu que c'était un objet qui était particulièrement mou. Hein. Je ne comprends pas bien la raison. Alors, voyant ça, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, est-ce que ce ne serait pas un effet de forme de l'astéroïde? C'est pour ça que j'ai mené cette étude. Hein. Donc, je me suis dit, ben, je vais calculer les forces de marée, enfin, la dissipation par les marées, mais cette fois, en prenant non pas une sphère, un objet sphérique, mais un objet plus réaliste par rapport à ce qu'on sait de Cléopatra. Donc, j'ai pris un modèle de barreau ou de poutre. Alors, bon, j'ai pris un cylindre aplati, et puis ce cylindre, je l'ai échancré aminci au centre. Hein. Alors, j'ai rentré cette forme de barreau, hein, et j'ai appliqué, bon, pour la construction, les barreaux, enfin, les poutres, la flexion des poutres, tout ça, c'est bien connu. Hein, donc, j'ai appliqué ce genre de méthode. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le satellite, alors vous avez votre barreau, alors, j'ai pas mis le creux, mais enfin, c'est juste le schéma. Quand vous avez votre barreau, le satellite qui tourne autour, eh bien, quand le satellite, il est oblique, comme ça, vous avez une force dans les deux, vous avez un couple qui s'exerce qui va faire tourner le barreau dans un sens, et puis quand le satellite est de l'autre côté, le barreau tourne dans l'autre sens. Donc, si je suis dans un repère, un référentiel en corotation, eh bien, vous allez avoir une libration, c'est-à-dire vous avez une oscillation de ce barreau par rapport à sa vitesse angulaire moyenne, une oscillation. Et s'il y a oscillation, bah, du coup, il y a des effets inertiels
hein. À cause des marées, ben, il ne va pas réagir immédiatement, donc il va se tordre, il va se tortiller sous l'effet de cette libration voilà, à cause du satellite. Alors, quand le satellite est, on regarde maintenant en bas, quand le satellite est dans la longueur du barreau, eh bien, vous voyez qu'il y a une force qui tire, et puis quand il est perpendiculaire, eh bien, ça va revenir, ça va pousser. Donc, il va y avoir une traction, un étirement en compression de la même façon. Là aussi, à cause de la dissipation, à cause des pertes par viscosité, eh bien, il va y avoir une dissipation d'énergie à cause du retard que va subir la réaction du satellite, du barreau. Alors, je rappelle ce que c'est que le facteur de qualité. Alors, le facteur de qualité Q, dont on a parlé, hein, du 40 à 100 pour les corps du système solaire et les corps du système solaire, quand ils sont solides, j'ai pris 40. Le facteur de qualité, la définition, c'est le rapport entre le pic d'énergie stockée, donc deux pi fois le pic d'énergie stockée. Donc, à chaque oscillation, il y a de l'énergie élastique qui est stockée. Donc, c'est le rapport entre cette énergie stockée et l'énergie dissipée en un cycle. C'est la proportion d'énergie. C'est l'inverse de la proportion d'énergie dissipée par cycle. Donc, si je fais le delta W sur delta T, donc dW sur dt, la puissance dissipée par les marées, vous voyez, en inversant ça, on obtient que la puissance dissipée par les marées, c'est, alors vous avez oméga, la fréquence angulaire des marées, l'énergie stockée que je vais séparer en deux termes, puisqu'ils vont s'ajouter, un terme de compression, comme on a vu, et un terme de torsion, divisé par Q. Donc, si je suis capable de calculer l'énergie stockée, l'énergie élastique stockée par les marées, eh bien, à partir de ça, je serai capable de déterminer la puissance dissipée. Parce que j'aurais besoin, pour appliquer la théorie des marées, les marées, c'est de la puissance dissipée. Donc, ça se traduit par de la puissance dissipée. Donc, j'ai besoin de connaître l'énergie stockée, à la fois en compression et à la fois en torsion. Alors, bon, alors j'ai fait le calcul, c'est un petit peu calculatoire, hein, mais du coup, je vais faire simple. Hein. Je ne vais pas vous parler de la torsion, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est la même idée. Je vais parler juste de la déformation en traction-compression. Hein. Et alors, vous êtes familier avec le ressort, vous savez, le ressort qu'on tire et puis il oscille hein, sous l'effet d'un poids. Ben, c'est exactement ça ce qui se passe. Hein. Vous avez le ressort, la force F, une section A. Vous avez un déplacement d'un point P, un point de courant P qui va se déplacer. Donc la force, eh bien, elle exerce une pression, F sur A étant l'air. Et en réponse à cette pression, ben, il y a une déformation relative que j'appelle, en anglais c'est strain, mais je ne sais pas le traduire en français, non par déformation relative. Et c'est un nombre sans dimension, et c'est la dérivée du déplacement hein, par rapport à x. Et eh bien, cette déformation, hein, c'est l'étirement, hein, la déformation relative, eh bien, il y a une loi qui s'appelle la loi de Hooke qui me dit qu'elle est proportionnelle à la pression. La déformation est proportionnelle à la pression, et le coefficient entre les deux, c'est ce qu'on appelle le module de Young, E. Eh bien, le module de Young, on y est presque, parce que le module de Young, c'est très proche de 2,6, c'est approximatif, mais c'est très proche de 2,6 fois la fameuse rigidité dont on parlait tout à l'heure. Donc, si j'arrive à trouver la déformation, tout ça, j'obtiendrai la rigidité. C'est exactement la même chose que pour la raideur d'un ressort. Quand vous avez votre ressort avec le poids là, qui le fait osciller, vous avez la raideur, vous souvenez, on parle de raideur. La raideur, c'est le coefficient tel que la force est égale à la raideur fois le déplacement. Et bien, la relation entre la raideur ici, c'est l'air multiplié par E, le fameux module Young, divisé par la longueur de mon ressort. Donc, en fait, en haut, vous avez l'équation locale, et à droite, vous avez l'équation du ressort. Mais c'est simplement, il suffit après, une fois qu'on a l'équation locale, il suffit d'intégrer, parce qu'on a des objets qui sont un peu biscorniques. Voilà, et vous connaissez bien sûr, vous vous souvenez que l'énergie stockée dans le ressort, c'est 1/2 de K fois le déplacement au carré. Donc j'ai l'énergie stockée, c'est ce dont j'ai besoin. Donc je vais pouvoir calculer comme ça l'énergie stockée dans mon ressort. Voilà. Alors ça, c'était la déformation obtenue dans une approche statique. Je tire et j'ai une déformation. En fait, on n'est pas là-dedans puisqu'on a une oscillation.
Donc, c'est l'oscillateur harmonique, hein, un oscillateur harmonique qui est dissipatif. Donc, il faut tenir compte des effets de résonance éventuels, hein. Tout ça, ça marche bien quand on est loin de la résonance. Quand on est près de la résonance, il faut corriger de l'effet de résonance. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai calculé donc les fréquences propres. Donc, bon, je ne vais peut-être pas vous embêter trop avec la fréquence propre, mais bon, calculer la fréquence propre, en fait, c'est très facile. Il y a une méthode. Alors, ça peut se faire par les équations dérivées partielles très compliquées. Il y a une méthode simple, hein, qui est approximative, mais qui est très bonne approximation. Ça s'appelle la méthode de Rayleigh. Elle consiste à dire quoi? Eh bien, premièrement, quand la déviation est maximale, il n'y a plus de mouvement. À ce moment-là, toute l'énergie est sous forme élastique. Et donc, vous avez une énergie élastique qui est proportionnelle à l'étirement dUx sur dx, hein, au carré. Voilà, elle s'exprime comme ça, avec cette intégrale. Il peut être intégré sur tout le volume. Deuxièmement, quand je passe à la position d'équilibre, là, c'est le contraire. Il n'y a plus d'énergie élastique, hein, c'est tout relâché, mais il y a de l'énergie cinétique, hein, il y a du mouvement. Donc, il n'y a que de l'énergie cinétique, j'écris l'énergie cinétique. 1 demi de mv2, vous voyez, c'est proportionnel à dux sur dt carré, mais le dux sur dt carré, vous êtes dans une oscillation, c'est oméga 0, la fréquence propre, fois ux carré, donc je remplace le d sur dt par oméga 2, oméga ux, et du coup, vous avez, alors, vous avez cette expression WK, attendez, je vais mettre ici, là, voilà, vous avez cette expression-là. Alors, vous extrayez le oméga 0 carré de tout ça, et vous obtenez, vous dites que, eh bien, l'énergie se conserve. Donc, l'énergie élastique stockée d'un côté et puis l'énergie cinétique au moment où il n'y a plus d'énergie élastique, elles sont égales. Vous dites qu'elles sont égales et vous en tirez oméga 0 par un rapport entre les deux et vous obtenez ici oméga 0, oméga 0 carré, la fréquence propre. Voilà, donc c'est finalement par un rapport de deux intégrales, on obtient la fréquence propre. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, ça, c'est la fréquence propre. La fréquence d'excitation, c'est quoi? C'est la marée semi-diurne. La marée semi-diurne, c'est 2 fois la différence entre la fréquence angulaire de spin et la fréquence angulaire orbitale. Donc, vous avez la fréquence d'excitation. Vous faites le rapport des deux. Si ce rapport est 1, on est à la résonance. Alors là, ça ne va plus. Là, il y a une grande augmentation donc, des effets. Alors ici, j'ai calculé. Donc pour la compression étirement, le rapport il est 0,467. C'est pas 1, mais c'est pas si loin. C'est pas si loin, donc il faut en tenir compte. Donc avec Q égale 40, ça nous donne une amplification d'un facteur 1,67. Donc il faut prendre en compte. En compression étirement, le rapport des deux fréquences, c'est 0,2, 0,205. Donc on est déjà beaucoup plus confort, beaucoup plus loin de la résonance. Il y a quand même une amplification d'un facteur 0,9. Donc j'ai pris en compte donc, cette amplification par effet de résonance. Résultat. Alors, bon, là, c'est juste pour montrer que là, j'ai calculé donc en torsion et j'ai calculé en étirement selon X. Voilà la grande direction. Alors, selon la direction Y, vous avez un astéroïde très allongé. Si vous avez en Y, il va se passer la même chose. Sauf que, voilà, en abscisse, ici, j'ai mis la longueur, je prends un alter tout petit et puis après, je le mets de plus en plus long. 267 km, en bas à droite, là, c'est la longueur de Cléopatra. Eh bien, vous voyez que quand il est proche d'une sphère en haut à gauche, eh bien, vous avez un rapport des énergies stockées. Ça, c'est le rapport entre les énergies stockées en X et en Y. Le rapport est à peu près de 1, mais quand vous êtes au niveau de Cléopatra avec un satellite très allongé, 267 km, eh bien, le rapport, c'est 10-6. Conclusion, on peut s'affranchir complètement de l'effet en Y. Hein, il y a bien sûr un effet de traction en compression en Y, mais il est complètement négligeable par rapport à la dimension X. C'est pour ça que je n'ai gardé que celui-ci. Résultat de tout ça, bien, quand on fait donc tous ces calculs, on obtient la forme, le UX, la déviation en fonction de la position sur le long de l'axe. Alors, vous avez au milieu, c'est le milieu de mon objet. Vous avez 267 km, enfin donc la moitié de chaque côté. Et ce qui est indiqué, c'est le déplacement. Alors, c'est en torsion, vous voyez qu'il se tortille comme ça, mais rassurez-vous,
c'est en Y, dans la direction, en Y, vous voyez, c'est plus ou moins 4 cm. En fait, c'est plus ou moins 2 cm. Donc, il va, sur toute la longueur, il va se déplacer en Y de plus ou moins 2 cm. Et en compression, vous avez plus ou moins 4 cm de variation. Donc, à chaque période, vous avez ce déplacement qui va s'opérer, cette déformation de mon objet qui va s'opérer. Voilà. Alors là, c'est pour voir comment, à partir. Alors, vous avez vu qu'on a un lien entre l'énergie stockée, on avait vu tout à l'heure, qu'on a un lien entre. Une fois qu'on a l'énergie stockée, on a l'énergie dissipée. Et en fait, l'énergie dissipée, là, c'est la théorie des marées classique, nous donne la relation entre l'énergie dissipée et la variation du demi-grand axe. C'est ce qu'on appelle la migration. Le demi-grand axe de l'orbite augmente avec une vitesse à point qui est égale à, et qui est proportionnelle à la dissipation d'énergie. En gros, en bas, c'est toutes des choses connues, la masse du satellite, la fréquence angulaire orbitale et de spin, et le demi-grand axe. Donc, vous voyez, une fois que j'ai W point, j'ai A point. J'ai la migration. Voilà. Alors là, il faut supposer que l'astéroïde ne change pas de forme, qu'il ne va pas bouger de forme dans mon opération. Vous avez donc là la relation entre W point et A point. Pour avoir entre A point et la P point, alors P point, c'est la variation, ce qui a été mesuré par Bros et al., la variation de la période, qu'ils ont mesuré, c'est ça la mesure. Ben à cause de la troisième loi de Kepler, les deux sont, les A point sur A est égal à 2/3 de P point sur P. Donc finalement, je mesure P point, c'est ce qu'on mesurait Bros et al., eh bien ça me donne A point. Connaissant A point par l'équation du dessus, là, pas pointer bien, ça nous donne W point. Le W point, ça nous donne W0, l'énergie stockée. Et l'énergie stockée, on a vu tout à l'heure, ça me donne la rigidité mu. Excuse-moi, j'ai une petite question encore. Oui. Est-ce que tu peux avoir de la dissipation d'énergie qui part dans un changement d'excentricité de l'orbite de ton satellite? Alors, un changement d'excentricité, effectivement, sauf que, alors, bon, la marée dans le satellite peut augmenter l'excentricité, effectivement, mais réciproquement, en général, ce qui se passe, c'est que la marée dans l'objet, dans la planète, peut augmenter l'excentricité, c'est vrai. Elle va mais augmenter l'excentricité. va l'augmenter. Voilà où elle a Mais par contre, la marée dans le satellite va diminuer l'excentricité. Et le résultat, c'est qu'elle va être faible, sauf s'il y a des résonances. Mais en l'absence de résonance, l'excentricité, elle est zéro. Alors là, j'ai pas du tout considéré l'effet des marées dans le satellite que je ne connais pas. Effectivement. On constate une excentricité là qui est nulle. Donc, je n'ai pas tenu compte, mais effectivement, il y a une petite augmentation d'excentricité qui est probablement tout de suite anéantie par les marées dans le satellite, certainement. En tout cas, c'est ce qui se passe s'il n'y a pas de résonance. Alors, il pourrait y avoir des résonances parce qu'il y a deux satellites qui sont pas loin d'une résonance, mais bon, ils ont essayé de prendre. J'ai essayé de prendre en compte moi aussi l'hypothèse où il y aurait une résonance entre les deux satellites, mais ça change quasiment pas le résultat qu'on va obtenir. Donc, en tout cas, l'excentricité mesurée, elle est quasiment nulle. Et comme ça, j'ai pas tenu compte d'excentricité qui varie. Alors, voilà. Donc, l'idée, c'est de voir comment on passe de la variation de période qui a été mesurée par Bros et al. Jusqu'à la rigidité, via l'énergie stockée, via l'énergie dissipée. Alors, résultat des courses. Donc, j'ai la mesure ici en ordonnée, on a le dp sur dt, c'est-à-dire la variation, la dérivée de
de la période. Hein. C'est la mesure brute de Brosetal. Hein. Le nombre dp/dt de 1,10 puissance moins 8, la variation séculaire de la période. Donc, c'est measured period rate, elle est là. Et moi, j'ai calculé donc, j'ai pris plein d'hypothèses de rigidité, et je fais une hypothèse de rigidité, j'applique mon modèle, je calcule donc l'énergie stockée, l'énergie dissipée, d'où la variation de A, la variation de P, et donc dp2 sur dt, d'une part en torsion, d'autre part en compression. Et je fais la somme des deux, c'est la ligne, ligne voilà, cette ligne-là, somme des deux, c'est la période, la variation de période que j'ai calculée, et je la compare donc à la mesure. Et j'obtiens la même valeur pour ce point-là, qui me donne la rigidité donc, que je déduis de 1,94 10 puissance 7 pascal. Voilà. Donc j'ai obtenu ce que je voulais. Alors, ce qui est indiqué ici, oui, alors, bon, c'est pour montrer combien l'allongement de l'astéroïde a un impact. J'ai pris un alter au départ qui est proche d'une sphère, et puis après que j'étire petit à petit jusqu'à obtenir la forme de Cléopâtra. Donc, en abscisse, j'ai la longueur, hein, de 100 km jusqu'à 267 km la longueur de Cléopâtra. Donc, j'étire mon alter. Eh bien, quelle est en ordonnée, j'ai le rapport entre la dissipation d'énergie dans mon objet par rapport à la dissipation d'énergie que j'obtiendrai avec une sphère. Donc, même volume, mais une sphère. Même volume, même densité, mais une sphère. Donc, quand je suis un alter de 100 km, on est proche finalement, c'est quasiment une sphère, donc je suis proche de 1. Ici, le diamètre équivalent, vous voyez, le diamètre équivalent, c'est 118 km. Donc, quand je suis proche d'une sphère, ben, c'est normal, hein, c'est le rapport entre la dissipation et la dissipation d'une sphère, donc ça donne 1. Et puis, quand je suis à la longueur de Cléopâtra, le rapport des deux, c'est 240. Il y a une partie, donc toujours une partie à la compression, une partie due à la torsion. Le rapport, c'est 240. Donc, voilà, ma conclusion, c'est ça, c'est que il faut vraiment tenir compte de la forme de mon objet pour avoir une bonne estimation de la dissipation par les marins. Bon, alors là, est-ce que j'ai le temps? Bon, là, c'est simplement pour dire que jusque-là, j'ai considéré que l'objet, il avait une forme donnée, qui est ma forme d'alter, la forme de modèle d'alter. En fait, quand il y a les marées, il y a du moment cinétique qui passe de l'astéroïde vers le satellite. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On perd du moment cinétique. Donc, le moment cinétique, il change ici. Le moment cinétique, il est en abscisse là. Le moment cinétique change. Alors, j'étais là. Mettons que j'étais là. Eh bien, le moment cinétique change. Et du coup, ben, je me déplace sur la séquence Dumbbell. Je me déplace sur cette séquence. L'astéroïde se déforme. Et comme il se déforme, ben, il faut tenir compte du fait que ça va altérer, si vous voulez, le bilan d'énergie, parce qu'il y a de l'énergie qui va se retrouver sous forme gravitationnelle, il va changer de vitesse de rotation, donc il y a une énergie qui va se retrouver sous forme d'énergie de rotation, et donc la relation entre A point, enfin entre la migration et la perte d'énergie est altérée, et donc il faut tenir compte de ça, et si on tient compte de ça, ben ça nous donne une rigidité ça fait corriger, ça donne un effet, la rigidité doit être multipliée par un facteur 1,6, simplement lié à la forme, en supposant que l'astéroïde se déforme en suivant la séquence, de Dumbbell, c'est-à-dire de Alter. Voilà. Alors, le rapport, donc le résultat que j'ai obtenu pour mu, ça me donne, bon, on va rester sur Q égale 40, c'est l'hypothèse, mais pour Q égale 100, ça ne va pas être très, très différent les résultats. Pour un objet sphérique, donc Bros et al. Ont obtenu que mu-q était 2,7 10 puissance 7 pascal. Moi, avec ma forme alter, réaliste, hein, j'obtiens 1,2 10 puissance 9 pascal. Donc, vous voyez, alors qu'on avait vraiment un problème, enfin, on trouvait que c'était vraiment très mou, ici, j'ai un objet qui est, bon, certes pas très rigide, mais il n'y a plus qu'un rapport 8 avec ce qu'on obtient usuellement, hein, 10 puissance 10 pascal. Voilà. Pour l'objet sphérique, c'est encore plus proche de ce qu'on obtient actuellement. Bon.
disons qu'on on ne peut pas, à partir, quand on fait vraiment le calcul, donc avec la forme correcte de Cléopâtra, on ne peut pas dire qu'on est très différent, hein, on est un peu différent, un peu en dessous, mais on n'est pas 3 ordres de grandeur en dessous, 2 à 3 ordres de grandeur en dessous de de la rigidité observée habituellement. Voilà, bon, il est temps de conclure. Donc, la théorie des marées est bien développée pour des objets à peu près sphériques, comme les planètes ou les satellites. Elle ne s'applique pas pour des objets non sphériques, comme certains astéroïdes. Et pour Cléopâtra, la théorie classique des marées donne une rigidité extrêmement faible par rapport aux valeurs usuellement estimées. Donc, il y avait un rapport entre 300 et 400, alors que le calcul des marées utilisant un modèle réaliste de Altair donne une rigidité qui est beaucoup plus proche des valeurs usuelles. Voilà. Je crois que c'est fini. Merci.